Donc ce soir, Rémi Lanier, qui est à l'origine de ces festivités, c'est lui qui les a préparées, donc il a imaginé avec son staff de préparation que aujourd'hui, donc jeudi, il y aurait ce qu'on pourrait appeler des vernissages de plusieurs expositions. La première donc concerne Jeanne Larocque et Blaise Castel, je vais en dire un mot. La deuxième concerne les activités artistiques de notre maison, si je peux dire, c'est-à-dire bien sûr l'atelier de Marc Falgas et également le petit atelier, mais très actif, de Geneviève Verger de peinture sur bois. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Et troisième exposition, dans l'ordre chronologique, Salle Pic du Midi, donc Mercedes Dormont a bien voulu sélectionner quelques-uns des costumes utilisés par notre troupe de théâtre. Ensuite, on terminera par un diaporama qui aura lieu à la salle Vignemale sur des photos, donc particulièrement des photos artistiques. Bon, je manque de gel, je vous avais pas vu. Des photos artistiques, donc prises par Jean-Michel Alain et Geneviève Stellaï sur l'inauguration par Jean Castex. Donc il y aura ces 4 heures. Je reviens un instant sur la première exposition, Blaise Castel et bien sûr Jeanne Larocque. On ignorait tout, et il n'y a pas que nous. Avant, d'abord, la plupart d'entre nous, on n'était presque jamais venus dans le quartier même, place du Foirail, oui, mais pas ici. Et quand on a commencé les approches pour arriver ici, on s'est dit, mais qui était cette Jeanne Larocque, Blaise Castel, qu'on confondait un peu pour retenir le nom avec Blaise Pascal, et ça n'a aucun rapport évidemment. Quand on a des problèmes là, de rue à Tarbes, de nom de rue, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il y a eu un livre qui a été fait il y a une vingtaine d'années par Jean-Pierre Bove, qui s'appelle Les rues de Tarbes. Les rues de Tarbes. Jean-Pierre Bove, malheureusement, est décédé très prématurément il y a 3 ans. Et c'est un livre très pratique. Toutes les rues de Tarbes sont répertoriées et il a fait des recherches assez approfondies sur... ah oui, mais tu ne te rends pas compte... Oui, non, mais c'est pas... Oui. Parce qu'autrement, il y en sort pas, on en sort un livre. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est le peu qu'on savait à l'époque sur Blaise Castel et Jeanne Larocque, on le dirait du livre de Jean-Pierre Bove. Voilà. Et puis on a dit, même à la mairie, vous voulez savoir, etc. Donc finalement, Bernard Madeux, André Elissédi et tout le groupe de généalogie ont décidé de travailler, et je trouve ça très intéressant, sur Jeanne Larocque et sur Blaise Castel. Ce travail sera approfondi par la suite. Geneviève Stellaï mène toute une enquête sur presque tout le quartier du Closier. Donc c'est très bien, nous n'arrivons pas là comme... Alors, au départ, on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. La voisine, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, avait téléphoné au maire. Le maire me téléphone et me dit « Vous allez installer une boîte de nuit alors ?» Ah, je dis « Non, monsieur le maire, on n'a jamais eu cette intention-là. » C'est-à-dire que la voisine avait entendu parler d'un studio radio, et de studio radio, c'est devenu une boîte de nuit. Bon. Donc, on a dû apaiser un peu les craintes des gens du quartier, et on veut montrer, c'est pas simplement pour montrer, on est vraiment décidé à nous intégrer. Voilà. Allez, André, oui, tu as la parole. Voilà, donc on a commencé à chercher l'histoire de cette Jeanne Larocque, en se demandant pourquoi elle avait un nom d'école. Parce que les autres noms d'école, Voltaire, Victor Hugo, on les connaît, Henri Duparc à la limite. Mais Jeanne Larocque, bon, alors on a commencé à chercher sa naissance, mais Jeanne Larocque n'était pas son nom de jeune fille, donc ça a commencé à compliquer. Dès le départ, les adhérents, là, ils disent, ça y est, ça change, il faut trouver sa naissance. Alors, elle est née sous le nom de Sarah, et on a remonté un atelier à partir de sa naissance, ce qu'on fait d'habitude en généalogie, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Et alors, comme il y a pas mal de Sarah dans le département, donc ma famille paternelle, je dis peut-être je suis parente avec elle. Non. Il venait, alors le père était né à Bayonne, le grand-père, et l'arrière aussi, et avant ça remonte dans le Comminges.
C'est un Sarrat qui était du Comminges, du côté à Franquevielle, près des Hautes-Pyrénées. À l'époque, il n'y avait pas les départements, donc c'était la région. Et il est allé sur Bayonne, faire, on ne sait plus ce qu'il faisait, l'ancien Sarrat, Augustin, et son fils était... Ah oui, il a eu un fils, il s'est marié là-bas, donc où il est allé avec sa femme, on ne sait pas trop, son épouse, et ils ont eu un fils qui est né à Franquevielle et qui était aubergiste. Voilà. Et c'est ce fils qui est parti à Bayonne, qui s'est marié avec une Basque, une Amestoy, et qui a fait un fils, Yves, qui était marchand chapelier, qui est né à Bayonne et qui est venu à Tarbes, qui s'est marié à Tarbes. Voilà, avec une dame Lacoste. Et puis ils ont eu Guillaume Victor, qui lui a été le père de notre Jeanne-Marie Amanda Sarrat, épouse Larocque après. Voilà, alors là, on a imprimé son acte de naissance, qui est quand même assez lisible si on prend un peu le temps à cette époque. Et là, on a fait un petit résumé. Qui était Jeanne Larocque, qui nous a donc tant intrigués. Elle est née rue Saint-Louis en 1844, c'est maintenant la rue de la Victoire. Son père donc était horloger, sa mère ménagère, comme on disait, ou sans profession ou ménagère, elle s'appelait Euphrosine. Et sa mère décède quand Jeanne a 17 jours. Donc ça commence mal sa vie, notre pauvre Jeanne Larocque. Son père se remarie 2 ans après. Elle a donc 2 ans et sa nouvelle épouse qui s'appelle Zambo, avec elle il aura 2 autres enfants, une fille et un garçon. Mais le garçon il va décéder à l'âge de quelques mois. Donc il reste cette fille Mélanie. Et puis on voit elle vit avec son père et sa marâtre, disons, pendant 2 ans. Et à l'âge de 5 ans, elle n'y est plus. Elle n'est plus dans la famille. On est arrivé à la trouver chez ses grands-tantes, chez les 2 sœurs de sa grand-mère, et qui habitaient rue du Portail d'Avant. Et ses 2 sœurs Lacoste, de nom de jeune fille, puisque ce sont les sœurs de sa grand-mère, avaient un bureau de tabac place Marcadieu. Donc ils l'ont recueillie, parce que d'après ce qu'on a lu, elle se serait retrouvée à la rue, parce que la belle-mère ne la voulait plus. Et elle a été recueillie par ses 2 tantes qui se sont occupées d'elle, et elle s'est occupée de ses 2 tantes aussi quand elle a été en âge. Elle les a beaucoup aidées. Ce qui fait que après elle s'est mariée avec Marie, Barthélemy, Édouard. Alors ça aussi c'était une petite difficulté pour les débutants en généalogie, parce qu'un prénom Marie en premier, quand on cherche ça, il nous sort toutes les femmes qui s'appellent Marie Larocque, mais voilà, il fallait qu'on ajoute les autres prénoms pour être sûr que ce soit lui. Édouard Larocque, lui il était né à Draguignan, monsieur Larocque. Voilà, d'une famille de père professeur, directeur d'école normale, et de mère qui est sans profession, voilà. Donc, ah oui, voilà. Alors quand elle se marie avec ce monsieur, les 2 sœurs Lacoste l'instituent légataire universel et général. Donc elle hérite de ces 2 tatis célibataires qu'elle a beaucoup aidés, et elle s'en est occupée jusqu'à leur décès après. Voilà. Et alors, après, on arrive à l'âge de 36 ans. Au mois d'avril, elle fait son testament. Et elle décède au mois d'octobre de la même année. Et alors, elle décède en rue du Prado. Elle habitait toujours le quartier, pour ceux qui connaissent Tarbes, de la cathédrale, de la Cède, voilà. Rue de la Victoire, rue du Prado. Bien qu'après qu'elle est partie au Marcadieu avec ses 2 tantes. Et dans son testament, elle lègue sa fortune à la ville de Tarbes, qui de ce fait lui attribue l'année d'après gratuitement une concession à perpétuité au cimetière de la Cède. Donc on a mis la photo là que vous pourrez voir. La tombe elle est là, et elle est entourée de 2 haies, on la reconnaît de 3 haies même facilement. Voilà. Et la fortune, vous savez combien, non? Oui, alors la fortune, ça, on l'a après dans les autres tableaux. Oui, je pense qu'elle avait en tout, il y avait 100 000 francs à l'époque, entre ce qu'elle avait hérité au décès de son père, un peu, elle a hérité un peu, parce que son père l'a pratiquement déshérité au profit de la 2e fille. Elle avait eu de sa mère aussi, et puis elle avait eu de la grand-mère, et puis des tantes, et donc il y avait pas mal d'argent à l'époque. Mais je crois que Bernard, il pourra en parler, parce qu'il a fait des conversions avec les euros, enfin. Voilà. Donc après, on arrive à 1897, donc 17 ans après, la municipalité, pour rendre hommage à sa mémoire, décide de donner son nom à une rue. Donc là, on est allé photographier
les plaques de la rue Jeanne Larocque, qui est du côté de la rue Lagarrigue, qui est la rue qui part, la rue Lagarrigue, elle part de l'arrière du jardin Massé, de la rue André Fourcade, elle va vers le cimetière Saint-Jean, et au milieu de la rue Lagarrigue, il y a une petite rue à gauche qui tourne un angle droit, c'est celle-là, une petite rue qu'on ne remarque pas. Voilà, donc elle a la tombe à perpétuité et qui est fleurie. Alors là, à cette occasion, j'ai appris qu'elle était fleurie tous les ans, comme toutes les tombes des bienfaiteurs de la ville de Tarbes. Le 1er novembre, elles sont fleuries gratuitement. Voilà, parce que le gardien du cimetière... Merci encore donc, les Tarbais qui, aujourd'hui, tous les ans, participe à la fleur, au florissement des tombes. Il y a la 28 qui me tient de la scène de bienfaiteurs quand même. La mairie nous a donné la liste de ceux qui y sont. Parce que quand je suis allée au cimetière pour essayer de trouver cette tombe, le gardien il me dit, moi j'en ai une tombe Larocque, c'est celle qui est entourée là-bas des petites haies. Allez voir, mais il y a écrit tombe Larocque. Mais je lui dis, mais comment être sûr qu'elle soit là Alors je lui explique, il me dit, ah mais je sais pas. Alors il téléphone à la mairie. Il me dit, mais moi j'ai pas ce nom-là. En plus à la mairie, il l'avait pas sur la liste des cimetières. Alors on se dit, oh, ça va commencer mal cette histoire. Puis finalement, je lui dis, écoutez, cette dame quand même, ça doit bien apparaître quelque part. Elle a été bienfaitrice de la ville. Elle a légué une grande fortune à la municipalité de Tarbes. Ah, me dit le gardien, mais alors c'est bien celle que je vous ai indiquée tout à l'heure. Parce que celle-là, elle est fleurie tous les 1er novembre. Et comme tous les autres bienfaiteurs. Donc c'est obligé que ce soit celle-là. Bon, et après, à la mairie, ils ont retrouvé le dossier de Jeanne Larocque qui avait été mélangé avec un autre. Et on a eu la confirmation que les restes mortels ont bien été transférés dans cette tombe numéro 17, ou je ne sais plus, au cimetière de la Cède. Voilà. Sinon, tu sais qu'il y a toujours un moyen, dans ces cas-là, on dit, si tu es là, Jeanne, tu frappes un coup. Oui, on pourrait essayer. Ouais. Voilà. Et en 1908, monsieur le maire, à l'époque, a décidé de donner à cette nouvelle école qui s'appelait l'école de filles du Foirail, c'était une école primaire de filles, le nom de Jeanne Larocque, et qui a été transformée après en école maternelle. Voilà. Et là, alors le testament, il y avait beaucoup d'argent. Elle avait décidé, on a le détail là, on pourra le montrer à ceux qui désirent le voir, beaucoup d'argent pour récompenser. Tu veux en parler de ça, Bernard? Je le dis moi. Ou toi tu le dis pour les écoles? Oui. Moi, tu vas le dire. Je dis pas tout. Non, je dis pas tout. Bon voilà, donc c'était surtout pour les... Elle a beaucoup... C'était beaucoup dirigé vers les écoles, vers l'enseignement et vers les filles, surtout l'enseignement des filles. Et, voilà. Et la rosière de l'année quand même. Ah oui, et là, alors, pardon, excusez-moi, Bernard, lui, il aurait voulu qu'on trouve la rosière de l'année. Alors oui, doter la rosière de l'année. La jeune fille la plus méritante qui se marie, qui n'a pas les moyens d'avoir une dot, allait avoir une dot de la part de la municipalité avec le legs de Jeanne Larocque. Voilà. Mais on n'a pas trouvé de traces nulle part, on a lancé toute la mairie à sa recherche, on n'a rien pensé trouvé. inviter les descendants de la première rosière. Voilà, on voulait les inviter. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'elle ait été qu'il y en ait eu, parce que pour tout vous dire... Non, mais il n'y en a pas eu, parce qu'en fait, il n'y avait pas assez d'argent. Ah oui, Marie-Claude va vous l'expliquer. Quand elle avait fait, malheureusement, on va dire, son mari usufruitier. Son mari, il est mort en 1917. Il s'était remarié. Il s'était remarié, ça on l'a dit, oui. Bon, il s'était remarié avec une dame qui, bon, peut-être voulait de l'argent, on ne sait pas où c'est passé. Enfin, tu l'as la phrase qu'il dit là, qu'il dit dans le truc. Oui, pas exactement. Bon, enfin, il a fait de suite à des mauvais placements. Voilà, malheureusement, il ne reste que. Il ne reste que. Les mauvais placements étaient surtout dans les compagnies des chemins de fer. Oui. Donc la compagnie du Midi, il y a eu une grosse chute, et c'est pour ça d'ailleurs que la SNCF a été créée, puisque toutes les compagnies étaient... Voilà, la compagnie des chemins de fer du Midi, ils avaient converti certaines choses en obligation de la compagnie des chemins de fer. Il a resté 24. Alors une a servi à payer les frais de succession et comment on dit, les obsèques de M. Larocque. C'est ce qu'il demandait. Et puis les autres, eh bien, il en restait 23 pour la ville. Or, je ne sais plus ce qu'ils en ont fait, parce que moi, c'est difficile pour moi, ces choses-là. C'est compliqué. Voilà. Donc, après, en suivant le panneau numéro 2, vous pourrez vous amuser à lire l'acte de mariage avec son mari, avec M. Larocque.
Et après, alors ça on l'a fait avec un logiciel de généalogie. Là, on a fait un petit tableau aussi pour montrer, suivant les années, depuis sa naissance jusqu'à son décès, ce qui s'est passé dans sa vie et ce qui se passait à Tarbes. Par exemple, quand elle est née, justement, il venait d'établir une salle d'asile au Prado, dans le couvent des Sœurs de la Croix, je crois, oui. Après, en 1846, bon, on trouve que les Tarbais, la municipalité était très inquiète pour la santé de Sa Majesté Louis-Philippe, le roi des Français, qui avait échappé à un attentat. Donc ils envoyaient, il y a une lettre qu'ils envoient à Sa Majesté pour lui dire que vraiment toute la municipalité tarbaise est compatie, heureuse qu'ils aillent bien. Bon, naissance de sa demi-sœur, création des écoles, de cette école de demoiselles. En 1859, elle a 15 ans, il y a Napoléon III et l'impératrice qui arrivent à Tarbes en chemin de fer, voilà, qui fait une grande animation dans Tarbes. Et ça tombe entre les deux. Il y a eu la loi Fallou pour l'enseignement en 1850, la loi Victor Duruy en 67, la loi Paul Bert. On a mis les lois qui sont relatives à l'éducation, puisqu'elle s'intéressait beaucoup à l'éducation, voilà. Et là, il y a eu le projet bon, ils ont fait une nouvelle école. Première école communale laïque pour filles en 1878, rue des Francs-Maçons. Je ne sais plus laquelle c'est maintenant. De la rue de la Miséricorde. Oui, de la Miséricorde, voilà. C'est l'ancien bâtiment de Saint-Vincent, je crois, Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, là c'était en 1878, devant 2 ans avant. 2 ans. Voilà, ah oui. C'est là qu'on dit qu'elle récupère. Alors il est né là-bas, profession. Bon, on va pas tout lire. Voilà, et Rosine Gaillard. Bon, ça, il y a son décès, son acte de décès, et ça tombe, voilà. Et là, il y a le tableau de ce qui était prévu comme récompense pour il fallait faire une distribution de prix. Alors, à la Rosière, il devait y avoir 500 francs. Ça fait quoi? 2500 € quand même. Alors le premier prix le lycéen qui aurait eu le premier prix en histoire contemporaine, il devait avoir une médaille d'or de 100 francs. Puis voilà, histoire contemporaine pour les filles, géographie pour les filles aussi, langue française, arithmétique, gymnastique. Puis même une institutrice méritante laïque devait avoir 150 francs de récompense, voilà. Et puis alors certains élèves qui auraient eu une très bonne moralité à 25 francs. Voilà. Alors là, il y a ça c'est la délibération du conseil municipal qui décide d'attribuer le nom à la rue. Et là, on a juste mis en photo l'enveloppe dans laquelle elle avait mis son testament, où il y a écrit « Ceci est mon testament », c'est son écriture, Jeanne Larocque. Et il y a la signature du greffier, du président du tribunal. Et là, il y a juste le début. Voilà. Je sous-signais Jeanne-Marie Amanda Nessara, épouse de M. Édouard Larocque, professeur d'histoire au lycée, demeurant avec lui à Tarbes, Haute-Pyrénées, déclare faire mon testament sous forme holographe comme suit. Je lègue à mon mari, Édouard Larocque, la jouissance viagère sans inventaire et sans caution de tous les biens, meubles et immeubles qui composeront ma succession à mon décès, et à mon mari dont... Ah oui, si mon mari vient à décéder avant sa mère, Madame Adélaïde Larocque, je lègue à cette dernière une rente de viagère de 800 €. La belle-mère, elle avait la côte. 800 francs, pardon, 800 francs. Bon, là, ce qu'on a fait, c'est toutes les délibérations où il s'agit de Jeanne Larocque à la mairie de Tarbes. Là, il faut bien remercier le personnel des archives municipales de Tarbes, en particulier Madame Lafaille, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a fourni des copies gratuitement de tous ces actes, qui a cherché ce qu'elle ne trouvait pas, elle a été plus loin pour le chercher. Voilà. Donc, et après là, on a Blaise Castel, parce que comme vous connaissez notre président, Jeanne Larocque, il me dit oui d'accord, mais il faudrait que vous parliez aussi de Blaise Castel, qui est le nom de la rue, le nom de l'école et le nom de la rue. Bon, alors on s'est lancé sur Blaise Castel, mais là ça a été beaucoup plus difficile. Lui, il était né en 1888 de parents espagnols. À Tarbes, il habitait dans le Closier, dans le quartier du Closier. Bon, il y a son acte de naissance, son acte de décès.
Là, on a mis, ça s'appelle la fiche matricule militaire. C'est quand à 20 ans, ils sont convoqués pour aller à l'armée. Il y a aussi combien ils mesurent, la couleur des yeux, la forme du menton, tout ça. Et là, il y a les... Ah mais regardez, c'est que c'est ça. Oui, ça a été repris là. Oui, ce qui est là. Alors là, il y a tous les états de service. Il a fait la première guerre mondiale. Il a été blessé. Et alors là, il y a écrit citation, blessé par la bombe d'avion à la Folie, dans l'Oise, le 10 juin 1918. Contusion, région plantaire, pied droit, soldat plein d'entrain s'est fait remarquer au combat du 13 avril à avancer sous le tir des mitrailleuses ennemies et a fait preuve ainsi d'un absolu mépris du danger. Voilà, là c'est la citation qui apparaît sur sa fiche. Mais bon, ça ne lui a pas suffi. En 1944, il s'est engagé dans la résistance intérieure, c'est-à-dire qu'il était en ville et à Tarbes et dans un groupe qui s'occupait de... Ils organisaient, ils faisaient la propagande, ils organisaient des activités, des aides sociales, surtout aux familles des internés. Il a été capturé par la Gestapo, embarqué pour l'Allemagne, évadé en cours de route, réfugié en Normandie. Il ne devait pas en être loin, et il s'est retrouvé à Lisieux le jour du débarquement. Et il est mort sous les bombes de la RAF, le 6 juin 1944. Voilà. Donc le conseil municipal entend honorer ce résistant en donnant son nom à une rue qui est entre... Alors à l'époque, il disait on prend la rue qui est entre la place de l'Industrie et la place du Poirail. Donc c'est celle-là. Et il habitait avec son épouse dans cette rue. Son épouse qui s'appelait Henriette Ernestine Hollanda Baccarat. Voilà. Alors moi, je pourrais trouver de la famille avec Jeanne, Sarah Larocque. Et en fait, c'est Marie-Claude Baccarat qui se retrouve cousinant avec l'épouse de Blaise Castel. Voilà. Elle est décédée 2 ans après lui, il est en 1944 et elle en 1946. Et son père était né à San Esteban de Literia, en Espagne, en Aragon, province de Huesca, il y avait marqué. Voilà, il était serrurier et il avait beaucoup de frères. Et c'était une famille très nombreuse, les Castel. Alors là, on a mis ce qu'on trouve sur le site officiel du gouvernement qui s'appelle Mémoire des hommes. On le retrouve dans la base des morts en déportation, mais il était parti pour être en déportation, mais bon, il n'a pas été déporté longtemps, puisqu'il s'est évadé. Après, il est aussi sur la liste de ceux qui ont eu des faits, qui ont homologué des services pour faits de résistance, voilà, résistance intérieure française, RIF, et il est aussi dans ceux qui ont été décédés pendant la Seconde Guerre, donc mort pour la France quand même. C'est obligé, voilà. Donc, il doit être sur le monument aux morts. Et en redescendant de la mairie où nous étions invités hier, qu'est-ce que je vois au mur, à côté du portail de sortie, une plaque bienfaiteur de la ville de Tarbes. Et nous avons notre Jeanne Larocque qui figure sur la liste des bienfaiteurs. Et je ne l'avais jamais vue avant. Heureusement que j'avais bu suffisamment de champagne, j'ai quand même pu faire la photo. Ça te voit, la tête de pied. Alors, sans faire parler les morts, il paraît qu'il ne faut pas le faire, mais je pense quand même que Jeanne Larocque, elle serait relativement satisfaite de voir ce qu'est devenu, parce que l'école avait fermé 2 ans avant qu'on arrive, donc ça, il y avait déjà un article qui avait paru dans la presse, peut-être la vente à un agent immobilier, bon, ça aurait été une catastrophe du tout, mais je pense que compte tenu des aspirations, elle serait davantage contente que ce soit... Voilà, tu donnes la parole à Marie-Claude qui va lire un petit texte qu'elle a fait pour résumer un peu sa vie avec des détails supplémentaires. Oui, si vous dites tout parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais redire. Alors excusez-moi, mais c'est pas terminé. Dis le reste. C'est pas terminé. Non, lis le testament, ça on l'a tout dit déjà. Écoute, moi je lis depuis le début, parce que sinon après... Bon. Oui, d'accord. Alors, oui. Tu m'avais dit de mettre en forme. Alors, bon. Donc Jeanne Larocque. Alors c'est le 13 mai de l'année 1844 que Jeanne-Marie Amanda Sarah voit le jour, rue Saint-Louis, ancien nom de l'actuelle rue de la Victoire à Tarbes. Son père, Guillaume Victor Sarah, était horloger. Sa mère, Euphrosine Gaillac, décède le 30 mai suivant, probablement de la suite des couches. La petite Jeanne avait 17 jours.
Celle-ci avait à peine 2 ans lorsque son père se remarie en 1846 avec Jeanne Zambeau, avec laquelle il aura 2 enfants, une fille, Marie-Louise Philippe Mélanie, et un garçon, Marie-Joseph François Léon, qui décède à l'âge de 8 mois. À ce moment-là, Jeanne et sa famille recomposée habitent 1 rue Soucourieux. Lors du recensement de 1851, il apparaît que Jeanne ne vit plus avec son père, mais est domiciliée chez ses grands-tantes, Lacoste, rue du Portail d'Avant. Nous avons connaissance de détails particuliers de la vie de Jeanne dans une note rédigée par le maire de Tarbes lors de la contestation du testament de Jeanne Larocque par sa demi-sœur, Madame Mélanie Doust. Ce document atteste que la vie de Jeanne chez son père et sa marâtre était une telle, alors je cite, une telle pitié pour la ville et un tel martyre pour l'enfant qu'elle aurait pu finir sans domicile, en état d'indigence, si elle n'avait pas été recueillie par ses 2 grands-tantes qui l'adoptèrent avec le consentement du père et avec lesquelles elle vivra jusqu'à son mariage. Attends, stop. Ça, c'est comme elle a dit qu'elle citait, ce qu'il y a dans le conseil municipal, ce qu'ils ont dit au niveau municipal. Et qu'il faudrait peut-être nuancer parce qu'ils ont pris parti. Ah, écoute, de toute façon, c'était parce que sa demi-sœur contestait le testament de Jeanne, parce qu'elle voulait récupérer de l'argent. Donc, oui, évidemment, il voulait. Oui, parce qu'elle leur avait dit que, quand même, c'est sa demi-sœur, c'est la famille, tout, on a vécu ensemble. Non, ils n'ont pas vécu ensemble. C'est pour ça que la mairie s'est remontée. Ils ont précisé ça. Bon, on a ces éléments-là. Ils ont été comme martyrisés. Jeanne a 15 ans lorsque son père décède en 1859. Son père l'avait déshérité autant que lui permettait la loi, c'est ce qui est toujours dit dans cette délibération, au profit de sa fille du 2e lit, ne lui laissant que quelques centaines de francs. Voilà. Jeanne, devenue grande, collabore au commerce de tabac tenu par ses tantes au Marcadieu et contribue à le rendre prospère. Elle vit pendant 24 ans avec elle et reçoit en dot le bien commercial. Jeanne, reconnaissante, s'occupe de ses 2 tantes jusqu'à leur décès. En 1869, elle épouse Marie-Barthélemy Édouard Larocque, professeur d'histoire au lycée Théophile Gautier. Probablement atteinte d'une grave maladie, elle fait son testament le 10 avril 1880 et décède le 23 octobre de la même année à son domicile 1 rue du Prado à Tarbes. Le testament de Jeanne. Le 10 avril, Jeanne dépose auprès de maître Massot-Bordenave, notaire à Tarbes, un testament holographe sans inventaire. Ce testament a été ouvert le 28 octobre 1880, 5 jours après le décès de Jeanne. La teneur de ses dernières volontés peut se résumer ainsi. Monsieur Édouard Larocque, époux de Jeanne, reçoit la jouissance de tous les biens meubles et immeubles qui composent sa succession à son décès. Si ce dernier venait à décider avant sa mère, ce qu'a dit André tout à l'heure, celle-ci bénéficierait d'une rente viagère de 800 francs. La commune de Tarbes est instituée l'héritière générale et universelle de la testatrice en nue propriété après son décès et en pleine propriété après le décès de M. Larocque. Pour bénéficier de ce legs, la commune de Tarbes devra souscrire aux conditions suivantes, laissées à son appréciation. Et là, bon, je reprends un peu ce qu'a dit André, donc, mais je voulais mettre l'accent sur le fait que Jeanne voulait tout faire pour l'enseignement, donc comme on l'a souligné depuis le début. Versement d'une rente annuelle de 500 francs à la jeune fille, la plus pauvre, la plus vertueuse et méritante de la commune, à titre de dot, et qui s'appellera dotation Jeanne Larocque. Une médaille d'or d'une valeur de 100 francs, médaille Édouard Larocque, attribuée chaque année à l'élève du lycée Théophile Gautier, qui se sera le plus distingué en histoire contemporaine. Une médaille d'or d'une valeur de 100 francs, médaille Édouard Larocque, attribuée chaque année à l'élève des écoles communales de garçons de Tarbes, qui se sera le plus distingué en histoire contemporaine. Une médaille d'or d'une valeur de 100 francs, médaille Jeanne Larocque, attribuée chaque année à l'élève des écoles communales de filles, qui se sera le plus distingué en histoire contemporaine. La même chose
aux filles qui se sera distinguée en géographie générale. Pour la même chose, médaille Jeanne Larocque pour l'élève qui se sera le plus distinguée en langue française. Ensuite, la même chose pour l'arithmétique. Une médaille d'or d'une valeur de 50 francs pour l'élève communal, 2 filles toujours, qui sera le plus distinguée en gymnastique. Et 150 francs alloués chaque année aux 2 institutrices communales des Hautes-Pyrénées, reconnues les plus méritantes pour leur honorabilité personnelle, la bonne tenue de leur école et les progrès scolaires de leurs élèves. De l'ensemble de ces volontés, Jeanne Larocque met incontestablement l'accent sur la qualité de l'instruction des filles et l'incitation à leur éducation, une féministe d'avant-garde. Ce qui est tout à son honneur et mérite d'être souligné. Au décès de M. Larocque, suite à de mauvais placements de ce dernier, il est revenu à la commune de Tarbes 24 obligations de la compagnie des chemins de fer du Midi, d'une valeur de 8 000 francs à l'époque. Cette somme a permis, probablement, je ne sais pas, je dis souvent. Oui, ça a été assez flou, ça. Il y avait des livrets de caisse d'épargne qu'il fallait acheter, donner à distribuer à certains élèves méritants. Il faudrait le retravailler. Oui, est-ce que ça a été fait? On n'avait pas assez de temps. Bon, alors donc je passe un peu sous silence. Oui. Alors, en conclusion, après la fermeture de l'école maternelle Jeanne Larocque, on a cru que l'objectif de Jeanne avait perdu son sens. Mais c'était sans compter sur la persévérance de la municipalité de Tarbes, qui avait reçu si précieusement cette mission, et l'enthousiasme des jeunes, entre guillemets, étudiantes aux cheveux blancs, retraités et retraitées, pour la plus grande partie, jeunes et moins jeunes, mais toujours avides de culture intellectuelle et physique, qui ont tout mis en œuvre pour faire perdurer la volonté de Jeanne d'une façon un peu différente, mais non moins axée sur l'éducation sous toutes ses formes. Et maintenant, grâce à l'aide de la municipalité de Tarbes et la participation active de l'Université du temps libre, ce lieu a retrouvé vie de la façon la plus heureuse. Aujourd'hui, même si Jeanne repose en paix au cimetière de la Cède, entourée d'une verte haie d'ifs, elle est mystérieusement revenue dans son école, et Jeanne philosophe, Jeanne dessine, Jeanne écrit, Jeanne apprend l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, l'arabe, le chinois et même la langue des signes. Elle s'initie à toutes les sciences modernes, aux faits de société. Jeanne fait de la gymnastique, du qigong, du tai chi, et on en oublie tellement la liste est longue. Mais surtout, Jeanne apprécie la chaleur retrouvée de son école, sa nouvelle vie, et même Jeanne jardine.
Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, voilà. J'aimerais récupérer Soulet pour... C'est un peu sourd, toujours. Oui, avancez un peu, bon, qu'on soit... Je suis la nouvelle secrétaire. Ah, ben je vous félicite. Oui, merci. Je vous félicite. Très bien. Oh, monsieur Calatayud, mais quelle émotion. On a répété. Hein. Bonjour. Bonjour. Monsieur Hayé. Oui, venez aussi, monsieur Hayé. Mais vous êtes bien, je ne me trompe pas, vous êtes pour quelque chose, non, dans la création de cette UTL, on le dit. Tu voulais te mettre face au soleil pour les photos. Là. Voilà, j'ai réussi. J'ai lu les journaux, j'ai appris qu'il y avait cette manifestation. Oui, tu as vu qu'il y avait de la lumière, tu es entré. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ici, pas chez nous, mais presque, et de vous accueillir surtout sous le soleil et sous les 2 cerisiers. Tout à l'heure, on pourra commencer à récolter peut-être quelques cerises. Entre parenthèses, il y a 2 ans, il y avait de très belles cerises. L'an dernier, il n'y en a eu aucune. J'espère que cette année, ça sera mieux. Donc, n'ayez aucune crainte, je serai bref, puisque nous avons passé toute cette semaine à fêter, à discourir, donc je n'ai plus rien à dire. Je veux simplement dire que cette semaine de fête, de célébration du 20e anniversaire, a été, je crois, tout à fait conforme à notre vie durant 20 ans, c'est-à-dire la simplicité avant tout, une participation assez grande, n'exagérons rien, nous sommes 972, sur les 972, il y a environ 80 personnes qu'on a vues par-ci, par-là. Mais chacun fait comme il veut, c'était en tout cas sympathique. D'autre part, toutes les activités qui étaient prévues, depuis lundi, l'accueil que nous avons fait à Bernadette Pécassou, qui est venue de présenter son dernier livre, en passant par d'autres activités le lendemain, un film qui a été fait pour l'occasion par Georges Lance, qui retrace, vous pourrez le voir tout à l'heure, je pense. J'espère qu'on a prévu, d'un seul coup, je me dis, est-ce qu'on a prévu de le projeter pour ceux qui ne l'ont pas vu? Donc 38 minutes sur la vie de l'UTL TV. Bien, donc tout s'est bien passé dans la joie. Je disais tout à l'heure en accueillant M. Kayser de la mairie, M. Estebanès qui arrivait, je leur disais, la parole qu'on entend vraiment, hein, constamment, presque par tout le monde, ah, comme on est bien ici, comme on est bien, vraiment, et spontanément, hein, ça a changé notre vie, que notre présence dans ce lieu, dans ces locaux. Et je crois que c'est ce qui s'est manifesté durant cette semaine. Alors, j'accueille, et après je passerai la parole, j'accueille Monsieur Craspail, qui est, et vous le savez, adjoint au maire chargé donc de l'éducation, qui est également donc président de la commission, pas président, vice-président. Non, président. Ah, pardon, parce que j'ai vu que d'un seul coup, vous aviez l'air de sourire. Donc, président de la commission finances au conseil départemental et qui représente aujourd'hui M. Pellieu. Bien entendu, j'accueille avec plaisir aussi Roger Vincent Calatayud, qui est adjoint au maire chargé donc de la culture et des relations extérieures. Également, je suis heureux d'avoir notre ami Hamida Chaouki, qui est le nouveau président de la Société académique, qui a fait l'effort de venir. Qui j'oublie, ça me sera reproché tout à l'heure par mes amis, t'as oublié de dire qu'il y avait, alors, écoutez, beaucoup de monde, Monsieur Justiniani, ah oui, mais il va arriver, il aura les honneurs, il va arriver, Monsieur Justiniani, absolument. Bon, donc, comment? Oui, il est là, oui, non mais il va arriver. Tout à l'heure, Mercedes Tormont nous a fait une belle démonstration au théâtre. Elle nous a dit les différents lieux du théâtre, le jardin, etc. Donc là, il viendra tout à l'heure sur la scène. Bon, voilà. Donc je vais céder la parole à M. Craspail, qui a insisté pour dire quelques mots. Absolument. Et puis ensuite,
nous procéderons à la présentation de la secrétaire, de la nouvelle secrétaire, et également on signera officiellement le contrat avec le directeur des archives départementales, François Giustiniani, pour la remise des archives audiovisuelles. Nous y tenons beaucoup. Voilà, et puis ensuite on continuera, il y a la tombola, il y a toutes sortes de choses. Monsieur Kraspaï, vous avez la parole. Il va y avoir mes podcasts. Merci, Monsieur Soulet. Oui. Absolument, je voulais vous dire quelques mots. D'abord, je voulais surtout excuser Michel Pellieu qui m'a délégué ici pour le représenter. Donc, veuillez bien l'excuser. Je voudrais vous dire que ça fait 20 ans, donc, que vous avez été créé et je dois bien constater que sur ces 20 ans, ce n'est pas le conseil départemental qui a été le plus actif dans le soutien. Il est temps, puisque maintenant vous avez 20 ans, donc l'âge de raison, il est temps de revoir cette situation. Donc je suis ravi d'être accompagné de François Giustiniani, qui est le directeur des archives départementales, parce que de fait, il se passe quelque chose actuellement sur la ville de Tarbes. C'est le renouveau des archives départementales, puisque vous aurez très très prochainement, on en a parlé encore aujourd'hui au conseil départemental, il y aura des nouveaux locaux, des nouveaux bâtiments pour les archives départementales, et Dieu sait qu'ici, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont pour habitude d'aller utiliser les services de ces archives qui sont extrêmement utiles et riches. Il y aura aussi dans ces nouveaux locaux justement des possibilités. Et c'est dans ce sens surtout que j'attire votre attention, parce que j'espère, j'ai entendu moi les formulations que vous avez faites, notamment vers Monsieur le maire. C'est pas toujours possible d'inventer ce qui n'existe pas, mais par contre, il va y avoir des nouvelles places qui vont exister, et ça sera l'occasion pour vous de pouvoir les utiliser. Je pense justement à des lieux de rencontres, de réunions, et M. Giustiniani tout à l'heure vous en expliquera un peu plus que moi, mais en tout cas vous serez bienvenus, puisque le souhait de Michel Pellieu, c'est de faire de ces archives départementales une maison de l'histoire départementale. Donc je pense que vous trouverez dans ces locaux tout un tas de possibilités que vous n'avez pas encore explorées. Voilà. Donc c'est surtout pour ça que je voulais prendre la parole, pour vous dire qu'il y a quand même un avenir qui s'ouvre sur plutôt des bonnes nouvelles. Et donc je pense que votre association n'a pas fini de se développer. Je ne veux pas vous dire, comme certains, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Je ne serai probablement plus à la place où je suis. Mais bon, j'espère que vous serez toujours là. Voilà, je vais passer la parole à mon ami Roger Vincent, ne serait-ce pour qu'il dise quelques mots pour le maire. Bonjour à tous. Le maire a tout dit mardi lorsqu'il a reçu dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville le conseil d'administration présent, passé et à venir de votre association. Vous savez l'engagement qui a été le sien, l'engagement qui a été celui de la ville de Tarbes depuis 20 ans. Monsieur Hayet avec Henri Cahuzac, lorsqu'ils se sont présentés dans le bureau du maire en 2003. Donc nous avons toujours été présents et nous continuerons. Je ne vais pas répéter ce que le maire a dit mardi, beaucoup mieux que moi. On est bien ici, c'est vrai, Monsieur le Président Soulet, on est bien dans cette école Jeanne Larocque. Alors, je me souviens, il n'arrêtait pas de pleurer, parce que vous savez que vous avez un président pleureur. C'est un président qui est pleureur, qui est larmoyant, qui réclame tout le temps des choses alors qu'on les lui offre. Mais il a raison, parce que la persévérance, ça gagne, ça paye, et il a obtenu tout de même cet édifice qui est exceptionnel. Bravo de l'avoir obtenu, bravo aussi à la mairie de l'avoir donné, de l'avoir cédé, de l'avoir loué. Je crois que l'Université du Temps Libre, maintenant, elle est sur les rails, elle pourra durer longtemps, beaucoup plus longtemps que nous. Merci Roger. Et merci donc à tous les deux pour avoir soutenu l'UTL et pour la soutenir aussi dans le futur. Vous comptez sur nous.
Alors, je voudrais que Émilie vienne. Donc, vous savez donc Marceline Capestan, qui a été notre secrétaire pendant 5 ans, donc nous a quittés petit à petit, si je peux dire, à partir du mois de septembre. Donc, elle a eu un congé de longue maladie. Et pour la remplacer, donc, après avoir fait un petit concours, hein, il y avait du monde, nous avons sélectionné donc Émilie Grimbert. Alors, bravo. Je sais peu de choses d'elle. Je sais qu'elle a un Jimmy de 16 ans, c'est ça, voilà, et qu'elle vit en partie à Lourdes et puis maintenant en partie à Tarbes. Si vous voulez dire quelques mots, Émilie, vous pouvez. Donc, elle est là, Émilie, depuis lundi. Hein. Ah oui. Oui, ah, c'est très récent. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que Monsieur le Président a tout dit. Donc, je me prénomme Émilie, je suis la nouvelle secrétaire depuis lundi, et pour longtemps, j'espère. Oui. Donc, j'ai reçu un accueil très chaleureux, j'étais très bien accueillie, un accueil chaleureux et professionnel au sein de l'UTL. Je voudrais remercier tout le monde. Et j'arrive dans un moment de fête, ce qui est super, voilà, ce qui participe encore plus à la joie vraiment d'être ici et de découvrir tout le monde. Et voilà, je ferai de mon mieux et je vous dis à bientôt. Bravo. Merci, Émilie. Donc, si M. Justiniani veut bien traverser, vous voulez qu'on vous aide? Non, ça va. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, oui, absolument, des archives départementales. Donc, j'explique en un mot, mais si Georges Lance est par là, j'aimerais qu'il vienne. Il m'a fait le siège tout le temps en disant surtout appelle-moi, surtout je voudrais parler, je voudrais surtout être en avant. Bon, ça y est, voilà. Bon. Non, bien sûr, c'est tout le contraire. Non, je voudrais que tu rappelles ce qu'on va léguer, confier plutôt que léguer, aux archives départementales, puisque ça concerne les archives audio et les archives vidéo. Tu connais la quantité et tout. Pas seulement, puisqu'il y a aussi les libres cours et Paris Parcours, c'est-à-dire 2 publications de l'UTL depuis le début qui vont faire partie des archives. Alors, en ce qui concerne la vidéo, eh bien, vous savez que ces 3 ou 4 dernières années, depuis le Covid, certains cours, pas tous bien entendu, certains cours ont été filmés. Ce sont ces films que nous allons remettre donc aux archives. Il y a 600 et quelques films soit d'1 heure, soit d'1 heure et demie. Donc ça représente quand même énormément de choses. 3-4 ans d'année, non ça... Oui, c'est ça, presque 4 ans d'année. Et pour ce qui est de l'audio, c'est des podcasts. Il y en a presque 800 podcasts. Le tout faisant, alors ça parlera peut-être à quelques-uns, 1 Tera, 4, c'est-à-dire 1 Tera, c'est 1000 gigas, hein, donc vous voyez, ça fait beaucoup. Voilà, et ça, nous allons remettre. Continue sur carré. Non, alors, remis dans certaines conditions, savoir que dans la mesure où c'est publié sur YouTube, c'est accessible au public. Donc, ces archives pourront être vues par tous, bien entendu, à l'exception quand même de ceux qui voudraient en faire commerce, auquel cas 1000 milliards. Il faudrait avoir à ce moment-là l'autorisation du président. 1000 milliards. Alors, par ailleurs, c'est Tera et demi, 1 Tera et demi contient dans cette petite mémoire très condensée que nous remettons. Non, je vais la regarder, je vais la toucher. Oui. C'est incroyable. Bon. Alors, bien sûr, tout a été numérisé. Alors, bien sûr, on peut se demander, bon, ça vous fait plaisir de confier donc ces heures de radio, ces heures de vidéo, mais franchement, à quoi ça va servir? Alors là, je peux vous dire que, en tant qu'historien, on ne sait d'abord jamais qu'est-ce qu'on fera des archives, mais la première règle, c'est conserver.
Et ensuite, aussi bien, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y aura un historien qui voudra essayer de reconstituer quelle était la culture à Tarbes à cette époque et tout, et qui sera certainement très satisfait de trouver tout ça. Voici, François. Bravo. Merci. Bon, monsieur le représentant du conseil départemental et de la mairie, cher Jean-François et vous tous, alors paradoxalement, finalement, cette remise aux archives départementales, c'est aussi une manière d'inscrire l'UTL, non pas dans l'histoire, mais dans le futur. À plusieurs titres. D'abord parce que ces archives que vous nous confiez, sous forme numérique, elles vont très rapidement s'intégrer dans notre système d'archivage électronique. Le département a mis en place depuis 1 an un système d'archivage électronique pour effectivement aujourd'hui assurer la conservation, la pérennisation des supports numériques qui deviennent les supports les plus courants et les plus ordinaires de la production administrative. Donc on ne pouvait pas se contenter que de conserver sur des rayonnages des stocks de papier. Donc finalement, ces archives, elles s'inscrivent tout à fait dans le présent et dans le futur des archives départementales. Comme tu l'as dit, Jean-François, on ne sait pas ce qu'il pourra en être fait. On a bien quelques idées. Mais garder la trace de ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui permettra effectivement à des historiens du futur, éventuellement, peut-être de dire que ça n'a pas grand intérêt, peut-être que c'est pas utilisable, mais peut-être qu'il y a au milieu, effectivement, quelques éléments essentiels. Et je pense simplement, ne serait-ce que sur les cours qui sont donnés à l'UTL, je suis persuadé que des historiens de l'éducation, s'il y en a dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans, pourront revenir dessus pour voir comment, sous quelle forme, de quelle manière, selon quel discours, on enseignait tel ou tel fait d'histoire locale, d'histoire générale, ou de langue, ou de mathématiques, ou de que sais-je. Aujourd'hui, c'est quelque chose, par exemple, qui fait totalement défaut dans l'histoire de l'éducation. On a les programmes établis au niveau national, on a parfois quelques archives, quelques cahiers de cours, mais personne ne sait ce qu'un enseignant a délivré comme message devant sa classe, parce qu'effectivement, par définition, c'est quelque chose qui était volatile et qui a totalement disparu. Il n'en reste que ce que les uns ou les autres on peut avoir comme souvenir, et on en a tous de tel ou tel enseignant qui nous a marqué, mais en fait on n'en a aucun élément tangible. Là, avec ces cours de l'UTL, on a, alors dans un cadre qui n'est pas un cadre scolaire, mais qui est un cadre de transmission de la connaissance, on a effectivement des sources qui seront utilisables. Ça s'inscrit dans le futur, comme l'a dit Gilles également, parce qu'effectivement, cette convention, puisqu'on va signer, alors il y a le transfert, puis il y a derrière une procédure administrative, donc on signe une prise en charge par les archives départementales et une convention de dépôt. Cette convention est un premier pas, effectivement, vers des partenariats que les archives départementales vont pouvoir établir à l'avenir dans le cadre effectivement de l'usage du futur bâtiment des archives départementales. Puisque nous aurons, alors ceux qui connaissent les archives aujourd'hui, vous savez que on est quasiment de la rue juste directement sur sa chaise en salle de lecture, on n'a pas d'espace d'accueil, on n'a pas d'espace de valorisation, on n'a pas d'espace d'exposition. Et dans le futur bâtiment, vous pourrez constater très vite, certains ont commencé à voir, puisqu'il y a déjà eu des petites visites du chantier, qu'effectivement on disposera d'espaces en particulier d'accueil de valorisation autrement plus larges, confortables et conformes à ce qu'on attend aujourd'hui. En particulier, une salle de conférence qui pourra accueillir effectivement 90 personnes pour des conférences, pour des cours, éventuellement pour des petites formes de spectacles et de théâtre, une salle d'exposition qui pourra être éventuellement aussi transformée en salle de réunion, des espaces d'accueil. Donc on aura moyen effectivement de développer des partenariats avec l'UTL, avec d'autres associations en matière de valorisation culturelle. Donc c'est un premier... Je pense que c'est une première convention et nous en signerons d'autres. Et puis je ne voudrais pas oublier, et surtout aussi parce qu'elle est là, et je ne la vois plus, le travail qui est réalisé depuis quelques années de collecte de mémoire orale. Alors j'ai oublié le nom de l'atelier. Laboratoire Mémoire. Laboratoire Mémoire, donc qui est piloté par Monique Cercial, puisque en préparant cette convention, on a retrouvé sur notre réseau, comme quoi les archives sont bien conservées, les projets de convention qui ont été établis autour effectivement de cette collecte de mémoire réalisée par l'atelier de l'UTL, qui était une première expérience, il y en aura peut-être d'autres, mais qui effectivement sont également la constitution d'une ressource historique importante pour l'histoire de Tarbes, et singulièrement sur l'histoire des rapatriés d'Algérie à Tarbes.
Oui, elle est là. Elle est là, Monique, oui. Très discrètement, mais elle est là. Qu'elle lève la main, qu'on la voit quand même où elle est. Ah, je vois sa main. Je la vois pas elle, mais j'ai vu la main. Voilà. Et donc, il ne nous reste plus qu'à signer. Merci beaucoup. On peut signer avec une croix si on n'est pas. Comme tu veux. Bien, on va signer. J'en profite aussi pour, juste le temps que tu prennes le stylo, pour remercier quand même tous ceux qui ont œuvré pour cette semaine. C'est pas rien d'organiser tous les jours des activités. Et Rémi Lanier, qui est ce monsieur qui était par là, qui est là, qui vient de sortir de l'accueil, c'est lui qui a eu l'idée au départ de dire on va faire une fête il y a un an, dans un an, etc. Et qui a tout coordonné. Donc merci Rémi. Colline, oui, et puis il y a on va le garder pour la forme. Et bien sûr, tout le monde a suivi, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres associations, je pense que ça doit se passer pareil, mais ici, ce qui est quand même un peu étonnant, surprenant et très agréable, c'est qu'il y a une réponse. Il suffit de demander, est-ce que quelqu'un peut venir demain pour organiser? Hop, immédiatement, il y a une bonne volonté de la part des seniors, assez extraordinaire. On est, je pense, un exemple pour les plus jeunes, peut-être, qui, dit-on, sont devenus plus individualistes ou tout. Non, chez nous, là, à nos âges, tous les pépés et les mémés, eh bien, je trouve que j'aurais jamais dû dire ça. Ça va être en reproche. Bon, et dernier remerciement, j'ai cité leur nom, mais je le redis. Merci à Monsieur Kayser de la mairie. Bien sûr que nous avons là aussi signé un bail avec la mairie, donc nous sommes devenus autonomes, indépendants pour le meilleur et pour le pire. Toutefois, les murs appartiennent toujours à la mairie, donc on a des rapports assez fréquents. Souvent, c'est parce que des choses se dégradent, et on a une oreille extrêmement attentive, réactive à la mairie. C'est Monsieur Kayser, qui est ce monsieur, donc avec un dossier orange qui se trouve là, et qui est accompagné, voilà. Donc, je le disais tout à l'heure, allô, Monsieur Kayser, on a une fuite au-dessus du secrétariat. Ok, je dis au service de venir. Monsieur Kayser, il y a le portail, vous savez, de la 59 qui ne ferme plus. Ok, voilà. Et c'est pas tous les jours, mais c'est très fréquent. Presque. Et c'est presque, voilà. Et après, on dit, saoulé, il fait que se plaindre, etc. Voilà la réputation. Comment ça se passe? Bien, merci. On va pouvoir signer. Il est parti. Vas-y. Bien sûr. Vas-y. Il me semble bien que tu avais dit qu'il y avait le discours de Jean Rayé. Oui. Mais oui, pas après, avant. Pardon. Vous voyez que je suis assez troublé aujourd'hui. Il est prévu, évidemment, qu'il y a le discours de Jean Rayé. C'était la chose principale. Je lui avais même dit, moi je parlerai très peu, et je donne la parole. Et là, vous voyez, j'allais conclure. Heureusement, nous sommes très amis et qu'il ne m'en voudra pas. Il parle 10 minutes. Alors, il est bavard, ce Jean-François. Voilà. Chers adhérents, chères adhérentes de l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, s'achève aujourd'hui dans ces locaux splendides de l'école Jeanne Larocque, il y en a plusieurs, la célébration du 20e anniversaire de la création de notre association. Comme ça. C'est bon là? Là, c'est bon. Cette célébration a été voulue par le président Jean-François Soulet autour de Rémi Lanier, une équipe de 9 adhérents, Annie Hammer, Laurence Benoît, Guy Boisard, André Elisségui, Georges Lance, Jean-Pierre Rouge, Jean-François et puis après il y a les prises en charge. Brigitte Tavernier et Alain Villocel. Cette équipe a travaillé bénévolement pendant des mois à son organisation jusque dans les moindres détails. C'est une réussite totale, nous nous en réjouissons et nous les félicitons très chaleureusement. Nous pouvons les applaudir. Ce succès n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans les réussites, non plus que dans les échecs. Ce
succès est là, parce que depuis 20 ans, l'UTL est animée par un esprit que mes successeurs José Cubero et Jean-François Soulet ont su entretenir. Pour évoquer en quelques mots, je pourrais dire le goût du service des autres. Mais j'irai plus loin en parlant du bonheur de créer autour de soi du bonheur. Lors d'un anniversaire, on se tourne vers le passé. Je ne vais pas m'y attarder, car vous savez tous, en particulier ceux d'entre vous qui ont adhéré dans les premières années, que l'UTL a connu un développement continu de ses activités. Lors d'un anniversaire, on se tourne aussi vers le présent. On le regarde, on le jauge. Le présent, c'est d'abord notre présence ici dans l'école Larocque, devenue notre siège social, et surtout le lieu où se déroulent désormais de nombreuses activités. Si nous nous plaisons dans ces salles entièrement rénovées et bien équipées des techniques modernes, nous le devons à la conjonction de deux volontés, celle du maire de Tarbes, Gérard Crémège, et celle de Jean-François Soulet, qui, après avoir vaincu de fortes réticences, a mené à bien l'entreprise. Nous les en remercions tous très chaleureusement. Lors d'un anniversaire, on regarde aussi vers l'avenir. Quel avenir pour notre UTL? Pour le voir, partons de la réalité présente immédiate. Le département des Hautes-Pyrénées compte environ 80 000 personnes âgées de plus de 60 ans. Réfléchissons sur cette donnée. Qui, parmi ces 80 000 personnes, peut être intéressé par l'UTL? Pas toutes, évidemment, tant s'en faut. Mais allons-y. Calculons. En statisticien non diplômé, mais doué de raison et de jugement. Soustrayons des 80 000 les invalides, les malades, les très âgés, ceux qui habitent très loin de Tarbes, et tous ceux qui, pour 1000 raisons, ne sont pas enclins à s'intéresser à une UTL, disons une bonne moitié. Reste 40 000 personnes. C'est beaucoup trop, pensez-vous, avec raison. Je rappelle la question, qui peut être intéressé par une UTL? Eh bien, divisons 40 000 par 2. Cela donne 20 000. Encore trop. Divisons par 2. 10 000. Trop. Divisons encore par 2. 5 000. Vous reconnaîtrez qu'avec 5 000, nous sommes dans une estimation raisonnable, car je vous rappelle que nous sommes partis de 80 000. Oui, il y a dans notre département au moins 5 000 personnes que l'UTL intéresserait à une condition, qu'elles en connaissent l'existence. Une autre réalité sociale importante, en Europe, en France, les actifs auront de plus en plus de temps libre. Donc, l'UTL sera aussi pour eux. À ces milliers de personnes, nous pouvons rendre un grand service humain, car elles ont besoin de nous. Nous avons l'ardente obligation de répondre à ce besoin. L'homme ne vit pas seulement de pain. Tout humaniste, j'entends ce mot au sens le plus large, souscrit spontanément à cette éternelle vérité. Qu'est-ce donc qui va faire vivre véritablement notre pauvre humanité si on ne l'élève au-dessus d'elle-même, avec le beau, le vrai, le bien et une vie fraternelle? Rien de plus terrible, rien de plus déshumanisant
que de se recroqueviller sur soi-même, sur ses petits et ses grands problèmes, de ne s'ouvrir à rien ni à personne d'autre que soi. La solitude tue. Grâce à notre panel d'activités intellectuelles, artistiques et physiques, grâce à l'esprit de convivialité et d'amitié que nous nous efforçons d'entretenir, nous nous élevons au-dessus de nous-mêmes, nous élevons nos frères humains au-dessus d'eux-mêmes, nous les libérons de la prison intérieure. Si l'on prend bien conscience de cela, on arrive à la conclusion inévitable que nous n'avons pas le droit de laisser des gens sur le bord du chemin. Au nom de quoi restreindrions-nous l'accès à notre UTL? Comment justifier que nous disions à une personne « il n'y a pas de place pour vous chez nous ». La barrière de l'argent n'existe pas à l'UTL, les autres barrières ne doivent pas exister non plus. Mais les murs ne sont pas extensibles. Mais où trouverons-nous des locaux? Mais où trouverons-nous des professeurs et des intervenants bénévoles? Mais où trouverons-nous l'argent? Mais ne faudra-t-il pas augmenter fortement la cotisation? Mais alors, l'UTL ne sera accessible qu'à ceux qui pourront payer une somme élevée. Mais l'organisation sera de plus en plus complexe. Mais ça risque de devenir une énorme machine administrative. Mais que sais-je encore? J'entends tous les mais, je vois tous les obstacles qu'on peut opposer à la perspective née de l'ardente obligation que j'évoquais tout à l'heure. Laissez-vous stopper dans votre marche par les obstacles et vous ne ferez rien dans votre vie. La vie de l'UTL de Tarbes est depuis 20 ans une œuvre collective. Les bénévoles toujours plus nombreux le savent parce qu'ils le vivent et je saisis l'occasion pour les remercier du fond du cœur. À vous tous, je clame, avec votre concours généreux, dans la perspective de son développement, longue vie à notre UTL. Bravo, bravo Jean. Maintenant, je charge M. Craspaille et M. Calatayud d'aller annoncer au maire et au président du conseil départemental que nous serons bientôt 5000 et que donc nous, dans les murs de l'école, on ne peut plus contenir. Donc il faut prévoir une ancienne caserne. Voilà. Alors nous allons continuer. C'est un très beau discours et puis tu as toujours été comme ça. Te dire, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer, il faut... oui. Je n'ai pas voulu faire un beau discours. J'ai exprimé ma conviction la plus profonde. Voilà, c'est tout. Et donc, les 5000, c'est un objectif à atteindre. Voilà. Oui. Donc, Rémi, maintenant... on n'a pas le cul sorti rose. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le gâteau. Oui, pardon. Le gâteau. Attention, alors, ça explose. Pour ceux qui ne voient pas, sur le gâteau, bien entendu, il y a UTL 20 ans qu'on a inscrit, voilà, très bien. Et ta photo. Oui, bien sûr, et qui sera distribuée aussi après tout à l'heure à tout le monde. Béni. Oui, mais quand même, la part sera un peu réduite pour chacun. Oui, divisé par une centaine, ça va diviser. Oui. Il faut sur les côtés. Bon, oui. Tu n'oublies pas la tombola? Oui, et alors la tombola, à quel moment on la tire? Maintenant? Après, bon, alors souffle va, parce que sinon il va y avoir... Allez, bon, on va. Donc, tandis que... Jean, vas-y. Tandis qu'on coupe le gâteau. Alors il faut souffler. Voilà. Et puis maintenant, vous coupez. Bien. Oh, vous coupez en 3 parts, ça ira bien. Et donc une petite tombola a été prévue par les organisateurs. Je demande à Émilie, notre nouvelle secrétaire,
de bien être la main innocente, donc, qui va tirer le billet gagnant. Donc, les urnes sont apportées en même temps que les gâteaux. Donc c'est fini là maintenant. Ça va être fini. C'est pas encore fini. Non. Oui. Une petite photo de famille devant les 20 ans. Alors, mais pourquoi, Roger, tu vas prendre le train? Non, mais Georges, je vous remets. Ben, ils vont arriver maintenant, là, tout de suite. Bon, alors la photo, allons-y. Fais la photo, viens. Et les conventions signées. Rémi, oui, Rémi, viens là. Allez, viens faire la photo. Bon, vous avez... Bon, vous avez le collègue qui se charge de récupérer, parce Monsieur Hayet aussi. Télécharger, donc autant qu'elle le fasse directement. Allez. Ah non, maintenant que c'est signé. Ne brandissez pas le couteau. Pas de problème. Ne brandissez pas le couteau. Allez, la photo de famille. Parfait. Allez, Brigitte, là. Photo, pas les urnes. Photo. Alors, le lot est modeste, je crois. Brigitte, qu'est-ce que c'est le premier lot? C'est un week-end avec Monsieur Soulet. Oui, à la plage. Bon, qu'est-ce qu'il plage. Un mur de Barès-sur-Mer. Voilà. Les colis bonbons de train. Non, le premier prix de cette petite tombola, c'est une fois. C'est le prix de l'inscription de l'année 2024-2025. Voilà, vas-y. C'est le prix de l'inscription de l'année universitaire pour nous. Comment? Alors, le prix, c'est l'inscription à l'année 2024-2025. Donc, il y a un prix pour les adhérents et un prix pour les non-adhérents. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de tricherie. Alors, où elle est, Émilie? Parce que sinon la crème va tourner là. Il y a un huissier dans la salle. La crème va tourner. Au hasard, d'accord, oui. Il n'y a plus d'huissier, c'est fini depuis 3 ans. Commissaire de justice. Donc, pour les adhérents, c'est Jean-Philippe Abadi. Un week-end avec Jean-François Soulet. Le pauvre, je pense qu'il va se désister, non? Oui, certainement. Oh là là. Bien. Bon. Ça dépend, tout serait payé. Les tripoux de mur de Barès. Le non-adhérent, c'est Marie Châteauneuf. Marie Châteauneuf. Elle est là? Elle n'est pas là? Non. Bon. Elle n'est pas là. On l'appellera, on a son numéro de téléphone. Voilà. Bon, vous avez bien gagné de vous approcher de la table. Il y a quelques boissons, il y a des gâteaux. Venez, approchez-vous. Quel beau scout ce Jean-François, Voilà. on dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Toute sa vie, tout à fait. Les scouts d'Europe. Allez. C'est une seconde nature. Absolument. Qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, je veux bien, parce que j'ai vu qu'il y avait... Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.